Bienvenue dans ce nouvel épisode, les amis. Aujourd'hui, on va parler facteurs de progression pour ton client. L'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux, moi, en tant que coach, observer différents facteurs qui vont me permettre de dire si mon client évolue. Et là, tout de suite, tu as plusieurs choses qui viennent en tête et c'est exactement ce que je fais avec mes élèves en CQPIF chez Damalis Formation pour devenir coach sportif. On évalue un petit peu les différentes manières que nous, en tant que coach sportif, on peut avoir pour évaluer si le client qu'on a en face de nous est en train d'évoluer. Et naturellement, tu vas arriver à une première réflexion qui est une réflexion objective, ou en tout cas objective, on va rester sur ça, ça va être sa capacité à fournir un effort maximal, ce qu'on appelle le 1RM. 1RM, ça veut dire une répétition maximale. Et c'est quelque chose qui est relativement objectif, mais qui n'est pas très représentatif de l'évolution de quelqu'un selon sa discipline. Ok, faire évoluer quelqu'un sur, on va prendre un back squat en athlétisme, ne reflète pas son évolution sur son sprint ou sur quel que soit son agrès, on va dire ça comme ça, sur la piste. Ok, donc il faut rester en lien avec ce que on cherche à observer aussi chez notre client et dans la discipline à proprement parler. Ce qu'on peut aussi regarder, c'est l'endurance de force. L'endurance de force, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire combien de fois il est capable de produire un niveau de force élevé dans un premier temps. Une fois qu'on a fait ça, on observe cette même capacité, mais cette fois-ci avec un temps de repos amoindri, ok, avec moins de repos, ou tout simplement, on pourrait aussi l'incorporer dans une séance, ou en tout cas dans une forme de séance, plutôt on dira de pré-fatigue, pour voir justement s'il est capable de fournir encore cette force, ou en tout cas quelque chose qui est proche de cette force-là, pour réaliser si il a augmenté en endurance de force. Globalement, ça revient un petit peu à dire ce qu'on disait juste avant. Sur son 1RM, s'il est capable de faire 1RM plus quelque chose, ça veut dire que son 1RM a évolué fatalement, ou en tout cas qu'il est en voie d'évolution. Ça, c'est pour le premier facteur qui est le plus parlant, on dira ça comme ça. Ensuite, on a la capacité cardiaque. La capacité cardiaque de ton bonhomme, c'est quoi? C'est le rythme cardiaque qu'il est capable d'avoir et au repos et à plein effort. Ce qu'on veut bien comprendre là-dedans, c'est que selon le niveau de fréquence cardiaque qu'il a au repos, ça nous donnera une indication sur la capacité éventuelle qu'il aura à avoir en fréquence haute en effort. Bref, tu verras que au final, c'est quelque chose qui est important et ça nous permet d'avoir une vision, une vue sur sa capacité à gérer la pression artérielle. Qu'est-ce que c'est la pression artérielle? C'est la capacité que ton cœur a de pomper et d'envoyer du sang dans les différents canaux, on dira, les vaisseaux sanguins, les artères, les veines, les alvéoles, etc. Et globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre fréquence cardiaque est rythmée par deux phases, la diastole et la systole. C'est quelque chose que t'as pas besoin de retenir si t'as pas envie de faire biochimiste ou que t'as pas envie de t'intéresser spécialement au cœur. Mais dis-toi que c'est les deux phases de contraction de ton cœur. Ok, ton biceps, il se contracte et il s'allonge. Ben ton cœur, globalement, on va dire que il effectue une contraction. Donc quand il est en diastole, pas du tout. Quand il est en systole, il se contracte et quand il est en diastole, il se dilate. Donc en gros, c'est à ce moment-là où il expulse le sang sur la systole et quand il emmagasine du sang, c'est la diastole. Bref, tout ça pour dire que tu peux avoir une vision sur la capacité que ton client a d'évoluer, sur la pression artérielle qu'il a et en lien avec la fréquence cardiaque. Maintenant, quelque chose qui va commencer à être de plus en plus
on va dire, objectif, qui va nous permettre de observer des gains sur une amplitude articulaire, par exemple. Ok, donc tu peux observer deux choses différentes sur l'amplitude articulaire de ton individu. Tu peux observer sa capacité active à aller dans un mouvement. Par exemple, tu vois, si je mets ma main en l'air comme ça et que c'est moi qui décide d'aller à une amplitude max, c'est moi qui fais l'action et donc c'est avec mon contrôle moteur. Et l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant que je vois un petit peu de quoi il est capable sur sa capacité motrice, on dira, on pourra aussi regarder ce qui se passe sur la capacité, on dira, passive. Ça veut dire qu'est-ce qu'il est capable de faire quand il y a une force externe qui l'oblige, si on peut dire ça comme ça, à aller plus loin que ce que lui est capable de faire volontairement. Et c'est là où ça devient important, puisque on va pouvoir observer les différentes manières d'évoluer sur les différents axes. Ok, tu te souviens? Certainement, si c'est pas le cas, c'est pas très grave. On est capable de bouger sur 3 axes de mouvement, devant, derrière, en haut, en bas et les rotations. Okay, globalement, on va rester sur ça. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que tu auras évolué sa capacité active à évoluer sur un axe, tu vas pouvoir déterminer s'il y a un axe qui est plus déficient qu'un autre. Parce que si tu n'es pas capable d'aller activement dans une situation, il y a de fortes chances que passivement, tu aies un peu plus de capacité, puisque c'est pas toi qui dirige, c'est toi qui, on dira, subit une action. Et c'est là où ça devient intéressant également pour nous de se dire, ok, est-ce que cette personne a une capacité passive, c'est-à-dire d'aller dans un mouvement avec une aide extérieure, par exemple la tienne ou celle d'une charge externe, d'aller sur, on dira, plus de 90 degrés. Je donne des chiffres arbitraires. Okay. Si il ou elle est capable d'aller sur une amplitude plus importante que ce qu'il est capable de faire volontairement, c'est bon signe. Ça veut dire que on a une capacité d'évolution. Si maintenant, c'est exactement la même amplitude passive et active, ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire, puisque normalement, on doit être capable de faire plus avec une charge externe que avec notre volonté. Ok, donc ça, première chose à évaluer également. Deuxième chose à évaluer, est-ce qu'il a de la douleur sur l'angle de fermeture? Okay. Est-ce qu'il a un angle douloureux spécifiquement à un endroit sur l'articulation ou sur la gestuelle demandée? Okay. Est-ce que au final, on n'arriverait pas avec ce moyen-là d'évaluer un petit peu ce que notre client aurait besoin en tant qu'humain, ou en tout cas en tant qu'humain qui fait une discipline spécifique. Tu te doutes bien que, en termes articulaires, un basketteur et un gymnaste n'ont pas du tout le même besoin en termes de discipline. Et ensuite, on va pouvoir aussi évaluer la capacité que mon client a de progresser sur le stimuli. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est quelque chose qui va rentrer beaucoup plus sur l'aspect subjectif, puisque toi, en tant que, on dira, coach, éducateur sportif, ou en tout cas, comme moi, j'aime m'appeler, professionnel de la santé et de la remise en forme, ça va être difficile pour toi de te dire, OK, là, en termes de stimuli, en termes de ressenti, il y a eu une amélioration. Il n'y a que lui qui pourra te faire ce petit retour-là. Et ce que j'aime amener comme réflexion là-dessus, c'est que sur les stimuli volontaires, c'est-à-dire sur une contraction volontaire musculaire, déjà, on peut se dire que il y a eu une évolution sur l'aspect d'exécution du mouvement. Je te prends un exemple concret.
que j'ai moi avec un de mes coachés. Il y a un de mes coachés qui, d'ailleurs Youb, si tu regardes, un de mes coachés qui a une prothèse de hanche et qui visiblement est en voie d'avoir la seconde hanche opérée. Bref, c'est pas le sujet. Il a beaucoup de difficultés à recruter ses grands dorsaux. Pourquoi il a une difficulté à recruter ses grands dorsaux? C'est que son épaule n'est pas capable de faire ce qu'une épaule doit faire. C'est-à-dire tout ce qui est extension, tout ce qui est rotation, il est relativement limité. Et c'est pour ça que globalement, il est difficile pour lui de recruter le grand dorsal. Avec un travail sur les fonctions primaires de l'épaule, avec un travail sur les fonctions primaires de la scapula, bref, avec un travail articulaire, on a réussi à recruter de meilleure manière le grand dorsal. Et c'est là où c'est lui qui va te donner les informations sur le fait que il y a une contraction volontaire. Toi, tu peux la voir visuellement quand c'est possible, qu'il n'a pas de t-shirt ou qu'il n'a pas de vêtements trop amples ou tout simplement qu'il ne soit pas trop, on va dire, gâté par la nature en termes d'appétit. Tu vas avoir la capacité visuelle de voir que le tissu se contracte, ok, si c'est possible. Mais si tu as l'incapacité d'observer ça, ça va être lui qui doit te faire le retour. Et il va falloir apprendre aussi à ton coacher ce qu'est une sensation, ce qu'est un ressenti. Ouais, c'est très difficile d'imager comme ça, mais ce que tu peux garder en tête, c'est de te dire, ok, tu dois ressentir un effort fourni par le corps dans cette zone-là. Ok, tu dois sentir que ça travaille par là. Ok, sous l'aisselle, entre l'aisselle et le bassin, pour faire relativement simple. Et ce qui est important de faire comprendre à notre individu, c'est que parfois on va avoir des sensations qui seront nouvelles et donc qu'on ne pourra pas trop exprimer, ou en tout cas qui seront perçues comme éventuellement dangereuses par l'individu. Okay, nous, on doit s'assurer en tant que professionnel de la santé et de la remise en forme de faire comprendre à notre individu que c'est quelque chose de tout à fait OK. Il n'y a pas de danger majeur, à condition que, bien évidemment, nous, on ait l'œil d'observer ce que sa sécurité est bien respectée. Il n'y a aucun problème à ça. Donc, premièrement, pour tout ce qui est stimuli volontaire, ça peut être que, entre guillemets, un retour subjectif de notre individu, à condition que nous, on n'ait que nos yeux, entre guillemets, pour observer. Si jamais on a la capacité d'avoir un repère tactile sur notre individu, c'est-à-dire de placer tout simplement les doigts sur le grand dorsal dans ce cas de figure-là, où on a une sensation de contraction sous nos doigts, alors on pourra dire qu'il y a une meilleure exécution et un meilleur recrutement des muscles qu'on cherche à solliciter ou non. Et le must du must pour moi, comment est-ce qu'on peut évaluer l'évolution d'un de nos clients, d'un de nos coachés, c'est les positions contre-indiquées. Comme dirait mon mentor, les shitty positions. Où en gros, on était incapable d'avoir les genoux qui rentrent et de produire une force quelconque. Si maintenant on a la capacité de subir une, on dira, position contre-indiquée, ou en tout cas les shitty positions, comme je te disais, on doit être capable de la subir et quand même d'en ressentir indemne. Ça aussi, c'est une évolution chez notre client. C'est une évolution de performance. Ça veut dire que si d'habitude, je vais reprendre mon exemple. Si d'habitude sur les tractions de mon coaché Youb, il ressent pas le grand dorsal et qu'il a mal à l'épaule, si pour lui son cerveau a déclaré que c'était une shitty position, puisque c'est une position contre-indiquée pour son cerveau puisque ça lui fait mal, avoir une amélioration sur ça est aussi une évolution
de notre performance, ou en tout cas de la performance de notre coaché. Et c'est tout c'est tout ce qu'il y a de plus intéressant, entre guillemets, pour concrètement évaluer l'évolution de notre coaché. Tu vois, là, j'ai noté aucune capacité de production à produire de la force dans ces amplitudes, on va dire, de merde, okay, pour faire simple. Et l'idée, c'est de se dire, OK, potentiellement, dans la vie, je vais pas toujours avoir le choix de je vais dans cette position ou j'y vais pas. Donc, je vais m'entraîner à aller dans cette position pour que le jour où la vie m'obligera à aller dans cette position, je serai en capacité de produire de la force et donc je subirai moins de dégâts que si je ne m'étais jamais préparé à aller dans cette amplitude-là et dans cette organisation architecturale là. Tu vois? Donc, voilà. Quelques facteurs de progression pour évoluer un petit peu ton client. Est-ce que son ARM évolue? Ça, c'est logique. Est-ce que ses capacités cardiaques évoluent? Est-ce que son amplitude articulaire volontaire et ou passive évolue? Est-ce que son stimuli, est-ce que son ressenti, est-ce que ses sensations évoluent? Et est-ce que il travaille dans les positions de merde, entre guillemets? Pardonnez-moi de l'expression, mais bon, je suis quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. S'assurer que il puisse évoluer même dans des positions, on dira, peu conventionnelles, va lui permettre d'atteindre un niveau de résilience beaucoup plus élevé. Voilà, donc ces différentes manières de évoluer et d'évaluer si justement ton coaché va vers le bon sens ou non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine et en attendant, n'oublie pas, sois prêt, sois fort et abonne-toi.